Donc, le site du crash, comme on le voit sur l'image du rapport ici, se situe à une distance de 1340 mètres du seuil de piste. Donc c'est relativement proche, hein, si je trace ce qui sépare. On est quasiment dans l'axe de la piste ici. Il manque seulement 1340 mètres pour que l'avion puisse finir sur la piste. Et même, je dirais qu'il manque même pas grand-chose. Si l'avion était sorti de la zone urbanisée ici, on aurait eu un avion qui se serait écrasé dans le domaine de l'aéroport, sur une zone qui aurait été relativement dégagée, donc on aurait pu espérer avoir davantage de survivants dans cet accident. 1340 mètres, c'est rien du tout, ce qui signifie qu'on aurait eu les moteurs qui auraient certainement duré à peine une petite dizaine de secondes de plus à fonctionner. Ben, l'avion aurait peut-être réussi à planer plus loin et donc rester dans le domaine de l'aérodrome, voire même à réussir à se poser sur la piste. Donc ça s'est vraiment joué à pas grand-chose, quoi, vraiment. Si on regarde la zone du crash, que l'on voit ici, donc vous avez bien sûr la zone d'impact principale qui se situe ici. Voilà. Et on voit les dégâts que vous avez sur ces parties-là des toits, ce qui signifie que en fait, l'impact s'est déroulé dans un premier temps ici, et donc on est sur un axe qui est comme ceci. Voilà. Donc l'avion s'écrase juste avant un mur. Donc cette image, elle nous renseigne également pas mal sur la vitesse de l'impact. Ce qu'on remarque, c'est que la zone de crash, elle est très très localisée, ce qui signifie qu'on avait une vitesse qui était relativement faible. Alors ça, c'est confirmé déjà par les vidéos qui sont passées sur Internet, où on voit l'avion qui est justement sur la phase de crash, on voit justement le train qui est sorti, et on se rend compte que la vitesse verticale de l'avion, elle est assez importante. Si on regarde la vidéo justement, on voit bien également que l'angle d'incidence de l'avion est très important. Et donc on a une vitesse qui est très faible, voire même un Airbus qui est certainement en décrochage à ce moment-là. Alors le problème, c'est que ces informations de vitesse, on va le voir plus tard, on ne peut pas les déterminer parce que les enregistreurs de vol, et notamment le FDR qui enregistre ces données, n'est plus alimenté électriquement, puisqu'il faut que l'un des deux moteurs continue à fonctionner pour pouvoir fournir des données au FDR. Donc la vitesse d'impact, elle n'est qu'approximative, et on va le voir dans le rapport plus loin, elle est donnée par un autre élément de structure qui a été retrouvé justement sur le lieu du crash. Donc l'analyse de cette image déjà nous renseigne sur la vitesse. On a une vitesse qui est relativement faible, un impact qui est très localisé, donc ça nous renseigne déjà là-dessus. Voilà. Autre information qui est intéressante sur ce rapport, et ça c'est assez rare qu'on ait ça dans des rapports préliminaires, tous les éléments qui ont été retrouvés et identifiés sont également notés sur ce plan, et donc ce qui permet de se rendre compte de la façon dont l'impact s'est produit. Donc ici on est sur un impact qui est sur cet axe-là, je fais l'axe, on est sur un déplacement comme ceci avec l'impact final qui est là. On note le mur qui était au fond en face qui est ici. Et donc on voit que toute cette partie-là a commencé à être impactée. Ce sont surtout les toits des habitations qui ont subi des dégâts et la zone d'impact final ensuite plus loin. Alors je ne vais pas détailler tout ça. Chaque repère indique certaines pièces, mais on va le voir, il y a des informations qui peuvent être intéressantes, notamment sur la façon dont l'avion va se retrouver en fait après au sol. Donc l'avion a vraiment impacté entre deux rues, enfin du moins dans une rue, entre deux habitations. Vraiment, il est passé dans un trou de souris à cet endroit-là. On se demande d'ailleurs comment il n'y a pas eu plus de morts justement. C'est quand même un miracle. Ce que l'on a comme information qui est intéressante là, on peut noter dans cette partie-là, sur cette photo, on voit ici l'aile qui est ici, l'aile droite. Alors c'est intéressant parce que sur les images que l'on a, on sait que l'aile gauche a impacté sur le côté gauche des habitations. Je vais retrouver une image là. Voilà. L'aile gauche a été retrouvée plutôt en fait dans le secteur qui est plus là-haut. Il a été retrouvé sur une toiture qui est par là-haut. Donc on a l'aile gauche qui s'est arrachée ici, et donc si on se réfère à nouveau à cette image-là, on se rend compte en fait que l'on a un avion avec l'aile qui est comme ceci. Alors je vais effacer. Et donc on a l'avion qui est
couché comme ceci, avec l'aile droite qui est ici. Et donc on aurait eu donc la dérive qui aurait été ici, les gouvernes de profondeur ici, et l'aile gauche qui aurait été là. Mais en fait, l'aile gauche, comme elle a tapé sur les toits qui sont un peu avant, on a retrouvé l'aile gauche à ce niveau-là. Ce qui fait qu'au niveau de l'impact, ce qui est le plus probable, c'est qu'on a l'aile gauche qui a tapé en premier, et du fait de l'arrachement de l'aile gauche, l'avion s'est retrouvé à rouler sur la gauche pour finir à s'écraser sur la tranche comme ceci. Donc c'est assez impressionnant de voir une image d'un lieu de crash comme ceci, où on voit que il reste quasiment rien, c'est vraiment un amoncellement de débris. Je vous laisse imaginer les personnes dans quel état on a dû les retrouver à l'intérieur, c'était pas très beau à voir. Voilà, donc ces images-là nous renseignent pas mal sur la nature de l'impact, que ce soit la vitesse, que ce soit également la façon dont l'impact s'est déroulé. Donc ce rapport préliminaire, il est déjà très intéressant sur ce point. Voilà. Autre chose que l'on a d'intéressant sur ce rapport, ce sont les photos des moteurs. Alors les moteurs, c'est très intéressant justement de voir ces images-là. Quand j'avais étudié le MH, j'avais étudié les manuels de formation des enquêteurs, et notamment comment déterminer, en fonction de la nature des dégâts des moteurs, si le moteur était à une vitesse de rotation importante ou faible. Là, clairement, ce qu'on se rend compte, c'est que les moteurs étaient à une vitesse de rotation très faible, voire quasi nulle. Pourquoi ? Quand on regarde cette image-là, on voit que les aubes de turbine, enfin les aubes de fan, donc de la soufflante que l'on a ici, elles sont quasiment pas abîmées. On n'a rien. Donc déjà, c'est quasiment pas déformé, du moins c'est déformé sur cette partie-là, ce qui est certainement lié au moment de l'impact. Voilà. Mais ce qu'on aurait remarqué si on avait eu justement une vitesse de rotation importante des moteurs, toute la partie des aubes de soufflante, surtout la partie extérieure, aurait été littéralement déchiquetée. Du fait de la rotation, tout ça aurait été déchiqueté. Or là, ce n'est pas ce que l'on observe sur ce moteur-là. De la même manière, ça c'est le moteur droit. Si on regarde le moteur gauche qui est à côté, on est, même si on le voit un peu mieux la soufflante, c'est un peu plus abîmé sur cette partie-là. Mais visiblement, on a aussi ces aubes de turbine sur la partie qui est ici, qui est beaucoup moins abîmée. On remarque que c'est quand même néanmoins un petit peu plus abîmé ici, ce qui peut laisser supposer que la vitesse de rotation de la soufflante ici était peut-être un petit peu plus élevée que ce que l'on avait sur le moteur droit. Donc, après, il y a des investigations supplémentaires qui sont en cours, de façon à déterminer si vraiment les deux moteurs étaient complètement à l'arrêt au moment de l'impact. Ces images-là, on ne peut pas l'affirmer avec certitude, mais il y a de grandes chances qu'on ait eu des moteurs qui soient complètement à l'arrêt. Voilà. Donc on voit sur les photos du dessus l'aile gauche dont je vous ai parlé qui a été récupérée donc, sur une toiture, et l'aile droite que l'on voit ici qui a fini complètement à la verticale, hein, comme je l'ai indiqué sur la photo précédente. Ce que l'on voit ici, c'est le support d'attache du moteur. Le moteur a été complètement arraché à l'impact. Autre information que l'on a dans le rapport, c'est concernant le fonctionnement de l'APU. Ce qui est également noté, c'est que l'actionneur concernant l'ouverture de la trappe qui permet d'alimenter l'APU en air a été retrouvé, et qu'elle indique que cette trappe était en position fermée, ce qui indique que l'APU n'était pas en fonctionnement. Alors ce qu'il faut savoir, pour ceux qui ont lu mon livre sur le MH370, l'APU se déclenchait automatiquement dès que l'on perdait l'alimentation électrique, et notamment lorsqu'on perdait les deux moteurs. Sur la 320, c'est légèrement différent, c'est que l'APU ne se déclenche pas automatiquement lorsqu'on perd les deux moteurs, il faut l'allumer manuellement. C'est ce qui s'était passé dans le cas de la 320 de l'Hudson, qui s'est posée sur l'Hudson, où là on avait le capitaine Sully, qui avait brancher manuellement l'APU, mais ce n'est pas une procédure qui est automatique sur la 320. Donc là, ça nous indique que l'équipage visiblement n'a pas démarré l'APU. Or, ça aurait permis justement d'alimenter l'avion en électricité avec un système plus redondant, et donc de maintenir les commandes de vol électriques dans la loi normale, c'est-à-dire dans la loi qui permet de protéger l'avion du décrochage.
Si l'APU n'était pas en fonctionnement et que les moteurs ont bien été perdus, du moins les deux, l'avion a très certainement basculé en loi de commande de vol dit direct. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous n'avez plus aucune protection de l'avion sur l'incidence, et donc l'avion peut très bien décrocher. Dans la vidéo du crash que l'on voit, on voit justement que l'incidence de l'avion est très importante, et donc il y a de fortes chances que l'avion se soit retrouvé en décrochage à ce moment-là, ce qui peut expliquer également la très faible vitesse. Pour ce qui est de la très faible vitesse, alors le rapport est intéressant parce que on a également des informations concernant ceci, et notamment la position de ce qu'on appelle le RTLU. Alors, je vais le retrouver sur le rapport. Alors le RTLU, qu'est-ce que c'est en fait? C'est le Radar Travel Limiter Unit. C'est un équipement qui a justement été très détaillé dans l'accident du crash de l'Airbus A320 d'AirAsia. Une défaillance du RTLU était justement en cause justement sur cet accident. Alors, le RTLU, c'est un système qui permet justement de limiter le débattement de la gouverne de direction et donc de l'adapter en fonction de la vitesse. Plus vous avez une vitesse qui est élevée, plus il va falloir limiter ce débattement, puisque vous allez avoir la gouverne de direction qui risque de surréagir et donc d'avoir un lacet qui serait beaucoup trop sensible. Donc cet équipement, donc ce RTLU, a été retrouvé justement, et donc ça a permis de déterminer que le système était limité ou pas. Donc en fonction de la position de certaines pièces sur ce boîtier, ça permettait de savoir si l'avion était sur une certaine plage de vitesse. Et donc ce RTLU indiquait justement que la vitesse était inférieure à 150 nœuds du fait de cette position-là. Je n'ai pas retrouvé la partie qui en traite, mais donc ça nous renseigne sur cette vitesse-là qu'elle était inférieure à 150 nœuds, puisque on l'a dit dans la première vidéo, le FDR n'étant plus alimenté, vous n'aviez plus ces informations de vitesse qui étaient enregistrées. Donc on ne peut plus déterminer la vitesse de l'avion et comment l'avion a été piloté entre le moment où les deux moteurs ont été perdus et le moment de l'impact. Parce que justement les boîtes noires ne sont pas alimentées par batterie et ne reçoivent plus ces informations. Donc c'est vraiment la seule information pour l'instant qui permet de déterminer, ou du moins de manière approximative, la vitesse de l'avion au moment de l'impact. Bon. Autre chose qui a été fait par les enquêteurs, vous avez également des photos concernant la piste, avec les images d'une caméra de surveillance, où on voit bien l'avion qui racle sur la piste avec des flammes sur le bas des moteurs, avant qu'ils repartent. Et sur la piste, on note justement des éraflures, et notamment des marques blanches. Ces marques blanches sont des transferts de peinture qui ont lieu lors du frottement. Donc vous avez également ces éléments-là qui constituent des preuves. Voilà. Autre chose que l'on a d'intéressant, c'est l'image que l'on a là. Les enquêteurs ont débuté une reconstitution de l'épave de façon à pouvoir reconstituer l'avion et du moins à replacer les pièces qui sont correctement identifiées pour reconstituer l'épave et essayer de déterminer également certaines choses. Alors ça peut être important dans certains cas, notamment pour récupérer les pièces, parce qu'on incrimine pour l'instant les moteurs qui ont tous les deux lâché, suite certainement aux dommages qu'ils ont reçus lors du raclage sur la piste. Et donc il faut retrouver ces pièces-là et essayer donc de les identifier pour pouvoir voir si c'est justement la cause de la perte des deux moteurs. Alors certaines marques certaines pièces qui ont été retrouvées, notamment sur la partie basse des moteurs, notamment les gearbox, c'est les boîtiers accessoires qui permettent d'avoir tout un tas d'alimentation en carburant, en huile du moteur, ont été retrouvées visiblement endommagées, certainement à cause du frottement. Et ça pourrait être la cause, alors pour l'instant c'est un peu tôt pour le dire, c'est l'enquête qui va pouvoir le définir, mais ça pourrait être la cause de la perte des deux moteurs. Voilà ce que l'on pouvait dire pour la zone de crash. Dans la prochaine vidéo, nous allons étudier l'approche non stabilisée.